Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette émission qui analyse, qui débusque, c'est-à-dire qui fait sortir de sa position, de son refuge et qui vérifie les fake news. Le numérique aujourd'hui a impacté toute la société du monde. La propagation de l'information en ligne, le circuit de l'information en ligne, la multiplication des fake news autour des faits politiques et autres faits des sociétés en République démocratique du Congo. Nous en parlons, mais surtout des fake news ou infox diffusés sur Internet et sur les réseaux sociaux ou les plateformes sociales de messagerie. Aujourd'hui, dans ce magazine, nous allons donc nous pencher vraiment sur les spécificités des fake news, son danger dans la société, en politique particulièrement, puisque nous avons avec nous Jacques Kamanda. Il est rapporteur de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu. Bonjour, monsieur Jacques. Bonjour, madame. Bonjour, professeur. Bon après-midi à vous. Eh bien, évidemment, nous n'hésiterons point d'évoquer les dangers de fake news dans le domaine de la santé publique, de l'ordre public notamment. Et pour en parler, nous avons deux autres invités. Pierre Sana, qui est professeur en information et communication à l'IFASIC, Institut facultaire des sciences de la communication et de l'information. Bonjour Pierre. Bonjour madame et bonjour honorable. Et Peter Ochoudi, qui est spécialiste ou expert IT et NTIC et développeur en informatique. Bonjour Peter. Bonjour Madame Zaina, bonjour prof. Bonjour. Bonjour honorable. Alors vous avez sans doute réalisé que nous allons aborder les notions de vérification de l'information en ligne, importance et techniques de vérification. La première question s'adresse à monsieur Pierre Sana. Vous êtes professeur, c'est vrai, à l'IFASIC. C'est quoi un fake news? Est-ce, on peut dire, ce sont des ragots? Pourquoi fake news? Bon, je dois d'abord préciser que fake news se traduit en français par fausse nouvelle. Voilà, donc c'est des informations ou ce sont des faits qui sont relayés par les médias et précisément par les médias numériques, les médias sociaux, mais qui sont en fait des déformations des faits réels dans l'objectif de tromper la vigilance, d'induire l'opinion en erreur. Donc, fake news est seulement lié au numérique, à tout ce qui est lié à l'Internet. En fait, les fausses nouvelles ont toujours existé, mais avec la facilité qu'offre Internet en ce qui concerne la circulation, l'information, le phénomène a pris une ampleur qui l'a érigé évidemment à un niveau important pour qu'on puisse se retrouver et en discuter. Alors, monsieur Jacques Kamanda, c'est vrai, vous êtes politique. Vous, au niveau de l'Assemblée provinciale, c'est vrai, la société aujourd'hui, tout le monde se sert des smartphones, utilise les plateformes de messagerie, les plateformes sociales de messagerie. Comment vivez-vous ce phénomène de fake news, comme venait de définir le professeur tout à l'heure? Êtes-vous victime ou vous ne l'êtes pas? Merci beaucoup, madame. Vous avez suivi la définition par le professeur de ces fake news. Et c'est en réalité ça, la définition. Et par rapport à la politique ici en province, vous-même, vous venez de parler qu'il y a les smartphones, le professeur a évoqué l'aspect Internet. Il y a aussi la nouvelle technologie. Donc, la technologie a évolué et la conséquence, c'est que même des fausses informations, on les relaye facilement sans tenir compte de certains aspects qui soient politiques, sociaux ou sanitaires. Et au niveau de la province, comme politique, ce sont des faits. On ne sait pas s'en passer, mais il faut certaines restrictions, des contrôles stricts et des sanctions pour que certains faits avec les smart et aujourd'hui l'Internet qui frise bien sûr la crédibilité, l'honneur des politiques au niveau de la province. Le fake news, c'est un fait, madame, qui a longtemps existé, mais qui a grandi aujourd'hui grâce à la technologie. Aujourd'hui,
ce sont les politiques qui sont généralement victimes. Vous suivez les feuilletons M23, les feuilletons La Dame de Lumumba, vous avez suivi les feuilletons Voyage Fati. Donc il y a beaucoup d'histoires, on ne sait pas dire réellement que ce qui a été relayé par les journalistes, par ceux qui détiennent les smartphones, c'est vraiment ça la réalité. Quand on cherche même à sortir l'information dans l'enveloppe qui permet, rassurez-vous que les conséquences sur les politiques pèsent, surtout que ça va aussi de l'honneur de la crédibilité des hommes politiques que nous sommes. Alors, vous venez de dire tout à l'heure, on ne sait pas qui relaie ces informations. Peter Ochoudi, vous êtes expert en développement informatique ou IT. Qui relaie les informations de fake news? Qui relaie ça? D'accord, déjà qu'aujourd'hui, comme le prof a dit, les fausses informations existaient bel et bien. Depuis les temps anciens, il y avait toujours des fausses informations qui existaient, qui circulaient par voie orale parfois. Mais aujourd'hui, avec l'arrivée des réseaux sociaux, parce que c'est vraiment ce qui a permis que les informations non vérifiées puissent circuler. Aujourd'hui, avec par exemple Facebook, Twitter, tout le monde avec son téléphone se permet de publier une information qu'il n'a même pas vérifiée. Il ne sait même pas que c'est une information vraie, surtout sur WhatsApp. Parce que vous verrez par exemple que non, voilà, il y a des messages qu'on transfère sur WhatsApp. C'est écrit, transféré de nombreuses fois. C'est-à-dire, une personne reçoit ça et est obligée de transférer à l'autre. Transfert. Alors, c'est l'arrivée de ces applications qu'on appelle donc réseaux sociaux, qui ont vraiment fait la promotion des fausses informations. Alors, professeur, qui doit être les circuits de l'information, la circulation de l'information se présente comment? En fait, vous avez dû remarquer qu'au début, j'ai un peu hésité pour parler d'information parce que sur le plan en sciences information de la communication, en journalisme, si vous voulez, on peut pas parler d'information tant qu'il n'y a pas eu intervention du journaliste. Voilà. Donc ici, on est plutôt en face des nouvelles fausses qui sont relayées. Pour qu'il y ait une information, évidemment, il faut qu'il y ait un fait ou un événement qui se produit. Oui, il faut qu'il y ait un fait. L'information n'est jamais le produit de l'imagination du journaliste. Par contre, c'est des faits qui se produisent dans la société, qui sont observés par les journalistes et sur la base d'un certain nombre de critères que le journaliste a appris à l'école, il va les sélectionner, leur donner une forme pour que ça devienne des informations. Voilà. Information vient du latin informare, donc donner la forme à quelque chose. Voilà. Alors aujourd'hui, avec évidemment les réseaux sociaux, comme le disait si bien Peter, les journalistes ont presque perdu le monopole qu'ils exerçaient autrefois sur l'industrie de l'information. Donc tout le monde peut aujourd'hui être producteur de contenu et non information, mais la forme que ce contenu peut avoir ressemble si bien à l'information que le public n'arrive pas à faire la différence entre ce qui est produit par les citoyens lambda et ce qui est produit par les professionnels de l'information. Alors, par rapport aux professionnels de cette information, sont-ils butés aux moyens financiers parce que l'information a un coût et je suppose la vérification également? Évidemment. Ou y a-t-il pas carence des journalistes en RDC pour absorber toutes ces fausses nouvelles? Non, le vrai problème, c'est que le journaliste utilise Internet comme source d'information. Alors moi, quand j'ai fait des formations avec les professionnels, j'ai souvent l'habitude de les soumettre à une réflexion pour les mener à évaluer les sources, d'une part en termes de la fréquence d'utilisation, de l'autre part en termes de crédibilité. Et on arrive toujours au même résultat, qu'Internet est parmi les sources les plus utilisées et les moins crédibles. Parce que c'est un fourre-tout où tout le monde, n'importe qui, peut injecter du contenu. Alors, à partir du moment où le journaliste choisit Internet comme une source d'information, il doit alors mobiliser suffisamment de moyens
pour vérifier chaque information qu'il collecte sur ce réseau pas du tout contrôlé. Je reviens vers vous tantôt. Alors Peter, pourquoi l'Internet favorise-t-il le fake news? La production justement de ces fake news. Pourquoi l'Internet favorise-t-il cela? Pourquoi? Déjà quelqu'un, oui. Voilà, en RDC surtout. Déjà que quand les développeurs, parce que moi je le suis, donc c'est-à-dire moi j'ai mon idée, je mets en place mon application qui va permettre aux gens de pouvoir partager les informations entre eux. Je ne limite pas. Je ne limite pas disant que non, voilà, dans mon site, il faut publier ça, ça et cela. Alors, c'est les humains. Comme le prof a dit, ce sont des personnes non formées, par exemple. Il marche en cours de route, par exemple, il a son information. Donc, trouve une information, donc un policier, un roulage, en train de gifler un civil dans son véhicule. Voilà, ils font même des lives. Voilà, il fait des lives, il publie. Et moi, je ne sais pas, moi, en tant que développeur, propriétaire de l'application, je ne sais pas limiter. Limiter pour dire que non, voilà, non, ça c'est une force. Et puis, il peut même commenter, disant que non, voilà, ici, il y a un roulage qui est en train de gifler, donc gifler un citoyen congolais. Ne sachant pas le contraire, donc ce qui s'est passé d'abord avant qu'il ne puisse tomber, donc qu'il puisse venir gifler là, donc la personne. Alors, étant donné que nous, créateurs des applications appelées réseaux sociaux aujourd'hui, on ne peut pas limiter cela. Il y a maintenant aussi d'autres personnes. C'est-à-dire, moi, je viens sur Facebook, par exemple, sur Twitter, donc, ou sur WhatsApp, je mets en place un groupe, je mets en place une page ou un compte où je vais commencer, par exemple, à limiter ou à expliquer aux gens que non, voilà, ça, c'est pas une bonne information, ça, ce n'est pas, ça, c'est une vraie information ou du contenu. Alors, il n'y a pas seulement cela, il y a aussi des outils qui nous permettent de pouvoir détecter que ça, c'est la bonne ou c'est la mauvaise. À chaque fois qu'on crée, donc qu'on prend une photo, par exemple, les photos, okay, ou bien un fichier quelconque, génèrent ce qu'on appelle en informatique les métadonnées. Et métadonnées, ça peut nous dire que non, voilà les lieux où la photo a été prise, par exemple. Ça peut nous donner l'heure, même le nom de l'appareil qui a publié la photo, qui a capturé la photo. Alors, quand on publie ça sur Facebook également, ça génère aussi ce qu'on appelle les métadonnées. Ça peut dire que non, voilà, ça a été publié par telle personne, tel compte, depuis un iPhone, depuis un Android, depuis un ordinateur portable du type Windows ou MacBook, par exemple. Donc, il y a toujours moyen de pouvoir tracer et de dire que non, voilà, rapidement, que non, ça, ce n'est pas une bonne information grâce aux outils. Parce que, bon, comme vous avez dit, l'Internet, on peut dire que non, c'est un couteau à deux tranchants. Il y a du côté où, voilà, ça permet aux gens de publier des fausses informations. Il y a également des applications, des outils qui nous permettent de pouvoir détecter que ça, c'est une fausse ou une vraie information ou contenu. Alors, monsieur Jacques Kamanda, est-ce que, voilà, justement, fake news, ici ou dans la province du Sud Kivu, a-t-il, voilà, ou réinvente-t-il la démocratie quand vous analysez les faits? Ou peut-il réinventer cette démocratie au niveau de la province du Sud Kivu, qui est une province riche en minerais, on le sait partout au monde. Est-ce que ça peut nous amener à cela? Il n'y a pas qu'aussi Kivu, madame, c'est plutôt sur l'ensemble du pays, parce qu'on ne peut parler de la démocratie que sur l'ensemble du pays. Nous ne faisons qu'appliquer les textes, mais avec les fake news, madame, nous, en politique, il y a aussi un problème d'accès de l'information. Quand un journaliste a besoin d'accéder à une information, il n'y a pas moyen. Ce que les journalistes font pour faire sortir une information, il doit créer une information. Et c'est là qu'intervient maintenant les fake news, ce qui énerve, ce qui amène les politiques et d'autres personnes, bien sûr, citées dans la mauvaise information, à maintenant faire le deuxième son de cloche, comme vous le dites, vous les journalistes. Mais ici aussi, oui, quelque part, ça oblige que la démocratie soit bien installée à un niveau. Pourquoi? Parce que la liberté aussi d'expression, elle est garantie. Et à travers ça, quand on a besoin d'une information, par exemple de chez moi, et que moi je me dis, je ne suis pas disponible à répondre à telle ou telle autre question,
Ce que doivent faire les journalistes, et ce que je comprends aujourd'hui, que c'est une forme de pratique des journalistes, ils créent une information autour de ta personne. Parce que ça va vous faire mal, là vous serez obligé maintenant d'intervenir, de faire appel même à un journaliste ou à un autre pour contredire l'information, et là vous serez obligé de dire maintenant la vraie information. Bon, même si ce n'est pas volontaire, mais ça fait appel à une démocratie, une liberté d'expression, mais malheureusement qui est mal exploitée par les journalistes. Le prof, il est d'ailleurs mieux placé pour parler de cette question d'information, du traitement, de collecte des informations. Mais il y a un problème récemment. Moi, je gère l'aspect communication. Je suis le porte-parole de l'Assemblée provinciale. Il m'arrive des fois de réunir les journalistes au niveau de la province. Parce que quand un journaliste a besoin d'une information, il vous appelle, il vous dit honorable, voilà, la population se demande. Et moi, je me pose la question, c'est quelle population qui se demande? L'opinion se pose la question. Quelle opinion se pose la question? Vous voyez, une mauvaise manière pour les journalistes de chercher, de vous faire parler même quand vous n'en avez pas besoin. Et c'est là que vient aussi les mauvaises pratiques dans le traitement des informations. Et je me dis, quand un journaliste avec les réseaux sociaux aujourd'hui, le Facebook, il y a TikTok, est-ce que tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux, c'est ça la réalité? Mais un journaliste professionnel, il doit avoir la culture de chercher la bonne information, vérifier une information. Et moi, là, je fais appel directement à nos institutions. Là, je parle de la justice. Quand on a relayé une fausse information qui vous concerne, bon, il nous revient à nous plaindre et la justice doit maintenant faire son travail. Mais est-ce que ce système, à l'endroit des journalistes, est actif? Est-ce que ce système oblige les journalistes lui-même à chercher, à publier une bonne information? La démocratie, je vous ai dit que la fausse information fait parler, surtout quand ça touche la crédibilité de la personne lui-même. Donc, vous sentez que quelque part, la démocratie, même c'est réinvente. Si on ne veut pas rien dire, on est obligé parce que ça touche directement à la crédibilité de la personne. Je pense que ça a un impact sur la démocratie et ça peut parler aussi de la démocratie. Alors, professeur, comment justement identifier un fake news de l'information? Vous nous avez parlé tout à l'heure de l'information. Un fake news, vous nous avez dit, c'est une nouvelle fausse et une information à des codes. Comment justement identifier un fake news de l'information? Comment démêler le vrai du faux, justement? Bon, je crois que là, il y a plusieurs techniques, certainement que Peter et les autres spécialistes de fake news ont plusieurs techniques à partager avec les auditeurs. Ce qu'il faut faire d'abord, c'est identifier la source de l'information. La source d'abord. Il faut d'abord identifier la source de l'information. Lorsque vous êtes sur un réseau social numérique comme Twitter et que vous lisez une information attribuée à Zaïna Kerekere, faites l'effort d'aller sur le compte personnel, le compte Twitter de Zaïna, pour voir si la capture qu'on partage vient effectivement de Zaïna. Commencez d'abord par ça. Vous allez peut-être voir que c'est une capture d'écran, mais qui n'apparaît pas sur les fils de l'actualité de Zaïna. Donc déjà, ça vous pose un problème d'authenticité de la nouvelle. Vous pouvez surtout ne pas négliger le contact humain en dehors d'Internet. Vous pouvez appeler Zaïna si vous la connaissez, vous avez ses contacts, ou contacter d'autres personnes mises en cause ou concernées par l'information. Donc le secret, c'est la vérification. Mais il est vrai que le public ne ressent pas cette obligation de vérification de manière systématique. C'est plus la responsabilité du journaliste que du public, parce que le public, le citoyen, tout le monde est pressé d'avoir la primeur, de partager en primeur une information. C'est comme ça que même dans la société réelle, la rumeur circule, parce que chacun ressent plus ou moins naturellement le besoin d'être le premier à rapporter une information. Donc l'information qu'un fait qui contient soit une source ou deux sources, c'est cela? Moi, je dis que c'est une nouvelle qui a été prise en charge par les journalistes d'abord.
Si le journaliste n'est pas intervenu, c'est pas une information, ça reste une nouvelle. Mais on voit quand même des gens faire des lives sur place devant un événement. Peter a évoqué un agent de circulation, qui interpellait un Oui, mais il n'y a conducteur. aucun traitement de l'information. Peter lui-même a dit que le monsieur ne sait pas ce qui s'est passé avant et qui a conduit à la scène qu'il rapporte. Donc le journaliste répond de manière systématique à ce qu'on appelle des questions de référence et qui vous donne les détails sur l'événement ou les faits et tous ses contours. C'est comme ça qu'il faut laisser cette charge aux professionnels. Évidemment, parmi eux, il y a des bons, il y a des moins bons. Il y a beaucoup de théories en sociologie des médias qui montrent que les gens s'exposent plus facilement à des messages qui correspondent à leurs propres convictions. Et donc, si quelqu'un est déjà a priori favorable à ce que des nouvelles comme ça soient vraies, il fera aucun effort de vérification. Alors, ceux qui sont préoccupés par la recherche de la vérité, moi, je leur recommande d'abord d'identifier la source. Parce que souvent, les fake news ont des sources falsifiées. Donc, moi, pour donner la crédibilité à ma fausse nouvelle, pour lui donner la forme d'une bonne nouvelle, je vais prendre une source crédible et attribuer les faits ou la nouvelle à une source connue et reconnue. Alors Peter, en tant qu'expert, y a-t-il moyen de limiter les dégâts dans cette vérification, dans ces fake news justement, dans les méthodes de vérification de la bonne information ou du fake news? Il y a... Est-ce qu'on doit seulement être expert pour avoir ces outils ou les citoyens, le commun du mortel peut s'employer, se donner à cet exercice pour essayer de comprendre justement à partir de l'image, elle est vraie ou elle est fausse? Bon, la meilleure des solutions, déjà que nous, il y a tout un métier maintenant qui existe. C'est que là, on parle de fake news. Il y a ce qu'on appelle les fact-checkers, c'est-à-dire ceux qui sont spécialisés à vérifier les informations ou les contenus. Que ce soit une photo, une vidéo, n'importe quel fichier. Ça peut même être un fichier PDF. Et il y en a maintenant plusieurs applications qui existent pour vérifier une information, une photo, une image, un fichier quelconque. Alors, comme les gens apprennent facilement à l'utilisation des réseaux sociaux, je vois maintenant qu'il y a maintenant plusieurs fois de formations sur les fake news, sur les fact-checking. C'est-à-dire, au fur et à mesure qu'il y aura plusieurs formations comme ça, dans les formations-là, on montre aux gens comment étudier, par exemple, la source d'une image. Et quand on les montre, on ne montre pas seulement par théorie. On utilise les applications. Je donne l'exemple, par exemple, de l'application EXIF. EXIF, c'est une application où quand tu envoies une image, ça analyse à fond le nombre de fois que cette image a été partagée, la première source même de cette image. Avec les paires d'experts qu'on a en RDC, je donne l'exemple de l'équipe des Congo tchèques. Avec, par exemple, je prends l'exemple d'Internews, qui accompagne souvent des journalistes comme ça. Avec l'avenue de YouTube aujourd'hui, tout le monde peut créer une chaîne et commencer à parler de ce qu'il veut. Comme il n'y a pas encore vraiment des lois qui réglementent tout, donc ces gens-là, donc il faut que les gens puissent outiller des applications qui existent. Il y en a plusieurs, je peux même énumérer, ou même, je ne sais pas par quel canal cette émission sera publiée, si c'est sur YouTube, en dessous de la vidéo, dans la description, on pourra aussi donc ajouter quelques liens des applications qui peuvent permettre aux gens de pouvoir, et même à la maison, pouvoir vérifier si c'est un vrai contenu, par exemple. Cette émission a été réalisée dans le cadre de la campagne en ligne face aux fake news et à la désinformation ayant les réflexes du fact-checking, conduite par MILRDC, Association des médias d'information en ligne de la République démocratique du Congo, grâce au financement de la coopération suisse et avec l'appui technique du programme MSDA, financé par l'USAID et les coopérations suisses et suédoises.